Bonjour à tous, je suis Jean-Paul Gélin, enseignant en droit public au sein de la prépa ISP, et à l'occasion de cette vidéo, je vous propose le corrigé de l'épreuve de droit public du concours complémentaire de l'ENM de 2023. Alors, cette année 2023 a été marquée par ce sujet qui a été donc soumis aux candidats au concours Ordre public et liberté. Ordre public et liberté, c'est un sujet qui est somme toute assez classique, qui a été d'ailleurs proposé à d'autres occasions, pour d'autres concours, sous une forme légèrement différente. Songez par exemple qu'un sujet qui s'intitulerait Police administrative et droits fondamentaux renverrait en réalité à peu près à la même problématique et mobiliserait sensiblement les mêmes connaissances. Ce sujet est classique, il mêle deux notions du programme, à la fois l'ordre public en tant que finalité de la police administrative et la protection des libertés ici au sens large, puisque, bien évidemment, la protection de l'ordre public justifie, sous certaines conditions bien sûr, qu'il puisse y avoir des restrictions aux libertés. Sujet classique, oui, sujet également empreint d'actualité. En effet, la protection de l'ordre public nécessite la création de dispositifs législatifs spécifiques permettant de répondre à des difficultés, somme toute éphémères, mais très problématiques pour notre société, que ce soit la lutte contre le terrorisme ou encore un état d'urgence sanitaire. Donc, en conclusion sur le choix du sujet, nous avons un sujet qui est à la fois classique, mais en même temps empreint d'actualité. Alors, comment répondre à ce sujet? Il faut bien sûr construire une introduction. Les grandes étapes de cette introduction, vous les connaissez, nous les rappelons ici brièvement. Il faut tout d'abord accrocher notre correcteur. Bien sûr, ici, une citation est tout à fait souhaitable, même si ça n'a rien d'obligatoire. Or, s'agissant d'un sujet mêlant l'ordre public et la protection des libertés, on songe évidemment très facilement à un extrait des conclusions du commissaire du gouvernement Corneille à l'occasion de l'arrêt du Conseil d'État de 1917, Baldi. À cette occasion, le commissaire du gouvernement énonçait la chose suivante: la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Voilà donc une citation très classique qui colle parfaitement à notre sujet. Ce qui est intéressant, c'est de la mettre en perspective avec une autre citation qui, peut-on le dire, en constitue le miroir. Il s'agit en fait d'une déclaration de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe devant le Parlement au moment de la sortie du confinement lors de l'état d'urgence sanitaire de 2020. En effet, à l'occasion de cette séance publique du 28 mai 2020, l'ancien Premier ministre avait énoncé la chose suivante: la liberté va redevenir la règle et la restriction l'exception. Ce qui est intéressant dans ces deux citations, et l'intérêt de les mettre les deux en perspective, c'est de montrer la difficulté qui peut exister entre, d'un côté, une exigence essentielle qui est le maintien de l'ordre public en général, et de l'autre côté, la préservation tout aussi essentielle de la protection des libertés. Et on voit que cet équilibre entre ces deux impératifs est parfois très difficile à obtenir, puisque parfois on va faire prévaloir l'exigence de liberté, parfois au contraire, on privilégiera l'impératif de sécurité. Ensuite, bien sûr, dans une introduction, il est indispensable de donner la définition des termes du sujet. Ici, l'ordre public, c'est une notion qui devra être développée dans la copie. Et quand on parle d'ordre public, on parle évidemment de la police administrative, puisque l'ordre public en constitue la finalité. Alors, qu'est-ce que la police administrative? La police administrative, c'est l'ensemble des autorités dont le but, dont l'objectif est d'assurer le maintien de l'ordre public.
Voilà une définition simple, mais qui n'est pas exempte de critiques. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il y a ici une certaine confusion entre police administrative, qui est donc constituée d'autorité, et ordre public, qui, lui, constitue une finalité. En effet, la définition de l'une renvoie tout simplement à l'autre. Ensuite, cette présentation de la police administrative ne rend pas compte de la diversité des autorités de police, et notamment de la distinction qui peut exister entre la police administrative générale et la police administrative spéciale. Enfin, et même si cet aspect ne mérite pas de véritable développement dans la copie, la définition ici présentée, quoique tout acceptable, ne rend pas non plus compte de la différence entre la police administrative et la police judiciaire. Il faut maintenant avoir à l'esprit que l'ordre public, donc la finalité de la police administrative, justifie des restrictions aux libertés. En effet, le propre d'une mesure de police, c'est l'interdiction. L'interdiction ou la restriction, bien évidemment. Et il faut alors se pencher sur le statut de l'ordre public. Comprenons-nous bien. Qu'est-ce qui justifie que le législateur puisse limiter le droit de manifester? Que le législateur puisse ériger un état d'urgence sécuritaire et désormais un état d'urgence sanitaire? Qu'est-ce qui justifie encore que la loi puisse interdire dans l'espace public la dissimulation du visage? Eh bien, toutes ces lois qui ont pour objectif la protection de l'ordre public sont possibles car le Conseil constitutionnel a érigé l'ordre public au rang d'objectif de valeur constitutionnelle. Et donc, en tant qu'objectif de valeur constitutionnelle, que ce soit la sécurité publique ou que ce soit encore la protection de la santé publique, donc la sécurité sanitaire, eh bien, cette consécration sous forme d'objectif explique que le législateur puisse, dans la perspective de réalisation de cet objectif, apporter des restrictions à certaines libertés, sous le contrôle, bien sûr, du Conseil constitutionnel. À partir de là, et une fois que l'on a donné ces éléments de définition, il faut problématiser notre approche, c'est-à-dire trouver le lien ou le point d'équilibre qui peut exister entre les deux notions qui sont présentes dans notre sujet. Ici, la problématisation est quand même relativement évidente. Il s'agit en effet, et les deux citations que nous avons utilisées en accroche en attestent, de chercher la conciliation entre d'un côté l'exercice des pouvoirs de police, lesquels permettent la protection de l'ordre public, et de l'autre côté, la garantie des libertés, puisque dans notre état de droit, les libertés sont protégées au rang juridique le plus élevé, c'est-à-dire soit la Constitution, soit les conventions internationales. La recherche de cette conciliation nous entraîne alors sur deux terrains qui constituent notre plan, à savoir, dans un premier temps, grand 1, l'ordre public apparaît comme un strict encadrement de l'exercice de la police administrative. Comprenez par là, la seule justification à l'exercice des pouvoirs de police, c'est la protection de l'ordre public. De sorte que les restrictions aux libertés ne sont possibles qu'à la condition sine qua non de s'inscrire dans une logique de préservation de l'ordre public. Ensuite, bien sûr, le second élément de conciliation, c'est le rôle du juge. Et ici, dans la mesure où nous parlons du concours complémentaire de l'ENM, il est très important de toujours replacer le juge au cœur du sujet. Lorsque cela est possible, bien sûr, il faut toujours évoquer le rôle essentiel du juge. Or, ici, eh bien, le rôle essentiel du juge, c'est un strict contrôle des mesures de police restrictives de liberté.
À partir de là, nous décomposons notre plan. Alors, grand 1, nous l'avons dit, l'ordre public comme strict encadrement de la police administrative. Assez classiquement, il faut se pencher à la fois sur la finalité des mesures de police et les moyens dont dispose la police administrative pour réaliser cette fin. Alors, nous allons donc nous pencher d'abord sur la composition de l'ordre public, qui est une finalité étendue de la police administrative, avant de voir, dans un second temps, grand B, la diversification des autorités de police administrative, c'est-à-dire la diversification des moyens. D'abord, la finalité. L'ordre public, c'est une notion que nous connaissons, que nous maîtrisons. Elle repose sur la trilogie classique que nous pouvons rappeler brièvement: sécurité, salubrité, tranquillité. Ce qui veut donc dire que dans la doctrine classique, dans sa conception originelle, l'ordre public est un ordre public matériel. D'ailleurs, Oriou, en son temps, lorsqu'il évoque les troubles à l'ordre public, il évoque des troubles matériels et extérieurs. De ce point de vue-là, ce que nous pouvons constater, première idée, c'est une extension de l'ordre public matériel. Et cette extension s'accompagne, deuxième idée, d'une relative dématérialisation de l'ordre public. Voilà les deux éléments que nous développons pour pouvoir répondre au sujet sur la consistance de l'ordre public. S'agissant de l'extension matérielle, il n'est pas inutile de rappeler la source législative, notamment l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Mais assez rapidement, il faut illustrer notre idée qui, je vous le rappelle, consiste à dire qu'il y a une extension de l'ordre public matériel. Et pour illustrer cette idée, eh bien, il faut se référer à la jurisprudence. Bien sûr, ici, sans être exhaustif, nous pouvons nous appuyer sur quelques jurisprudences dégagées par le Conseil d'État qui est venu compléter la notion d'ordre public. D'abord, nous pouvons faire référence à l'arrêt de principe de 1975, Bouvet de la Maisonneuve. À l'occasion de cette affaire, le Conseil d'État, de manière exceptionnelle, avait reconnu comme élément de l'ordre public la protection des personnes contre elles-mêmes, la protection des personnes contre leur propre choix, ce qui avait permis de justifier l'obligation du port du casque ou de la ceinture de sécurité. Même si cet élément n'a pas connu d'autres applications que celles auxquelles nous faisons référence, il n'en demeure pas moins que c'est un marqueur de la jurisprudence. Nous pouvons également, pour compléter notre illustration, faire référence à un autre arrêt de 1975, la jurisprudence Chéniaud, qui, à l'époque, avait permis au Conseil d'État de justifier des restrictions en termes de déplacement automobile afin de prévenir une pénurie de carburant. Et on le voit, une difficulté qui s'était présentée dans les années 75, après bien sûr le choc de 73, c'est une question qui peut revenir et qui revient périodiquement dans l'actualité. L'extension de l'ordre public matériel s'accompagne, nous l'avons dit, de la dématérialisation de cet ordre public. Attention ici, cette dématérialisation, elle est relative. Il ne faut pas exagérer le mouvement de dématérialisation ou de moralisation de l'ordre public. Alors lorsque nous parlons d'ordre public dématérialisé, nous faisons évidemment référence aux deux éléments consacrés par la jurisprudence qui sont venus compléter la notion, à savoir d'un côté la dignité de la personne humaine, à l'occasion de la célèbre jurisprudence commune de Morsan-sur-Orge de 1995. La notion de dignité est
incontestablement, il n'y a là-dessus aucune ambiguïté de la jurisprudence, un élément de l'ordre public. Mais pour autant, il ne faut pas, et je crois qu'il était important de le montrer dans la copie, il ne faut pas exagérer le phénomène de protection de la dignité de la personne humaine. Pourquoi? Eh bien parce que, en réalité, les illustrations jurisprudentielles à l'occasion desquelles la police administrative a pu restreindre l'exercice d'une liberté au nom de la dignité sont exceptionnelles. En fait, les cas de figure sont très rares. Tout au plus ici peut-on rappeler une jurisprudence plus récente, l'affaire Dieudonné de 2014, à propos de l'interdiction d'un spectacle, à l'occasion duquel le protagoniste tient des propos susceptibles, dit le Conseil d'État, de constituer une infraction au sens de la loi Guessot, négationnisme, révisionnisme, et c'est à ce titre que le spectacle est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais que ce soit l'affaire de 95 ou encore celle de 2014, il n'y a très peu d'autres applications. Ensuite, bien sûr, il y a la moralité. La moralité publique constitue depuis longtemps un élément de l'ordre public, donc un élément justifiant l'exercice de la police administrative. Il faut en effet remonter à la jurisprudence de principe de 1959, Société des films Lutetia, pour que le Conseil d'État reconnaisse au maire la possibilité d'interdire un film en raison de son caractère immoral. Attention là aussi, la remarque que nous avons faite pour la dignité vaut également pour la moralité. Il est en effet très difficile de concevoir que l'on puisse, au nom d'une morale publique, restreindre les libertés. La police de la moralité, ça n'existe pas dans un état de droit. Bien évidemment, il faut se rassurer car le Conseil d'État encadre très strictement la possibilité pour la police administrative de prendre des mesures qui se fondent sur la moralité publique. De quelle manière? Tout d'abord, en termes de moralité, le Conseil d'État exige invariablement l'existence de circonstances locales particulières. Ce qui veut donc dire qu'il ne peut pas y avoir de mesures de police administrative se fondant sur la moralité au niveau national. Ensuite, et à l'instar de ce que nous avons dit pour la dignité, les atteintes à la moralité publique ne sont que très exceptionnellement reconnues dans la jurisprudence administrative. Tout au plus, peut-on rappeler, sans être exhaustif, certes, mais pour bien montrer la difficulté à trouver des illustrations, peut-on rappeler une jurisprudence plus récente de 2005, Commune de Houille. Donc, conclusion, il y a bien une extension de l'ordre public, au sens matériel, il y a bien un complément dématérialisé moralisateur dans l'ordre public, dignité, moralité, mais ce mouvement de dématérialisation, il ne doit pas être exagéré. Maintenant que nous avons présenté la finalité, il convient de présenter les moyens. Sur ce point, nous évoquerons une diversification, une diversité si vous préférez, des autorités de police. Pourquoi? Eh bien parce que nous constatons ces dernières années une multiplication des polices spéciales. Multiplication des polices spéciales qui accompagne la présence de différentes autorités de police générale, puisque à chaque échelon territorial, il y a au moins une autorité de police administrative générale. Et donc à partir de là, eh bien, les deux idées que nous allons développer vont consister à présenter, les différentes autorités de police, avant de présenter la combinaison des mesures de police, ce qu'on appelle communément les concours de police. Première idée donc, les différentes autorités de police.
Il faut ici rappeler brièvement, mais c'est important de le faire, quelles sont les différentes autorités de police administrative générale à chaque échelon du territoire. Alors on peut rappeler l'arrêt de principe de 1919, la Bonne, qui avait consacré le rôle du chef de l'État en matière de sécurité publique. Nous sommes alors sous la Troisième République et le Conseil d'État estime que cette fonction, qui appartient au président de la République, est issue de ses pouvoirs propres, c'est-à-dire en dehors de toute habilitation législative, donc même en l'absence de texte. Bien sûr, à partir de la Quatrième République, ce rôle va être dévolu au Premier ministre et au gouvernement. En conséquence de quoi, sauf régime d'exception, comme le déclenchement de l'article 16 de la Constitution, il appartient au gouvernement d'assurer le maintien de l'ordre public au niveau national. Au niveau local maintenant, la police administrative générale est exercée dans la commune par le maire, au terme de l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales. Quant au préfet, lui, il est compétent pour le département dans son ensemble, mais en réalité pour toute mesure qui excéderait le territoire d'une commune, conformément à l'article L. 2215-1 du même code. On pourra noter que le rôle du préfet est renforcé, puisque pèse sur lui une obligation supplémentaire, celle de se substituer à une autorité locale défaillante. Voilà donc les différentes autorités de police, donc les différents moyens permettant d'assurer l'ordre public. Mais on le voit, la présence de ces différentes autorités de PAG, combinée avec la multiplication des polices spéciales, entraîne la possibilité de concours de police. Deuxième idée. Alors, il faut exclure tout de suite la possibilité d'un concours entre deux polices spéciales, puisqu'en effet, la particularité de la police spéciale, c'est d'être enfermée dans une finalité très spécifique, de sorte que deux polices spéciales ne peuvent pas intervenir en même temps pour les mêmes raisons. En revanche, subsiste l'existence des deux autres possibilités de concours, c'est-à-dire le concours entre deux polices générales et le concours entre une police spéciale et une police générale. Dans un premier temps, la jurisprudence du Conseil d'État va se montrer d'une très grande clarté, puisqu'en effet, au terme de la jurisprudence de 1902, Commune de Néry-les-Bains, et de 1959, Société des films Lutetia, le Conseil d'État subordonne la légalité d'un tel concours, que ce soit le concours de PAG-PAG ou le concours PAS-PAG, à deux conditions. D'une part, que la seconde mesure soit une aggravation de la première, et que, d'autre part, cette aggravation soit justifiée par des circonstances locales particulières. Donc, que ce soit pour le concours PAG-PAG ou pour le concours PAS-PAG, les conditions de la légalité d'un tel concours sont les mêmes. Il faut néanmoins relever que dans la jurisprudence récente, le Conseil d'État a en quelque sorte limité la possibilité d'un concours police spéciale, police générale. En effet, nous pouvons ici évoquer une certaine sanctuarisation du rôle de la police spéciale, en tout cas du rôle de certaines polices spéciales. Alors pour quelle raison ? Lorsque ces polices spéciales interviennent au niveau national, de sorte que, évidemment, une réglementation locale est plus difficile à justifier, lorsque ces polices spéciales également interviennent dans des domaines scientifiques sensibles, présentant une grande complexité, notamment, mais pas exclusivement, parce qu'il peut exister à la fois une réglementation interne et une réglementation européenne. Ainsi donc, le Conseil d'État, en 2011, à l'occasion d'un arrêt Commune de Saint-Denis, a considéré que
le rôle de la police spéciale de la radiotéléphonie, c'est-à-dire de l'implantation des antennes relais, était très spécifique et que dans le silence de la loi, il fallait exclure l'intervention de la police générale, y compris, notons-le, au titre du principe de précaution. La même solution vaut l'année suivante, en 2012, dans l'affaire commune de Valence, à propos de la réglementation des cultures d'organismes génétiquement modifiés. Et à cette courte liste, nous pourrions également ajouter la jurisprudence du Conseil d'État commune de Gennevilliers de 2020 sur le même principe, mais à propos cette fois-ci de la dissémination des pesticides. Nous n'oublierons pas non plus la particularité de l'état d'urgence sanitaire. En effet, dans un arrêt très remarqué de 2020, commune de Sceaux, le Conseil d'État avait estimé que la mise en place d'un état d'urgence sanitaire excluait l'intervention, dans certains cas, de la police administrative générale locale, donc du rôle du maire, lorsque l'intervention de cette police locale était de nature à nuire à la cohérence de l'action au niveau national. Alors, cohérence de l'action au niveau national, c'est une restriction qui n'était jusqu'ici jamais apparue dans la jurisprudence du Conseil d'État à propos des concours de police et qui doit donc être considérée comme une particularité de l'état d'urgence, en l'espèce sanitaire. Donc, nous le voyons, l'ordre public est une notion dont les contours ont quand même été définis. La police administrative est constituée d'autorités elles-mêmes assez strictement définies et dont l'intervention est limitée, de sorte que nous constatons un premier élément d'équilibre, puisque l'intervention de la police administrative ne peut être justifiée que par la protection de l'ordre public. Maintenant, pour assurer la conciliation entre ordre public et liberté, le rôle du juge est essentiel. Et on en passait ici à la deuxième partie de notre dissertation, à savoir le strict contrôle du juge face à la police restrictive de liberté. Lorsque l'on évoque le contrôle du juge, lorsqu'on évoque les limites de l'action administrative, il est évidemment très classique de développer en deux points. D'un côté, le contrôle de la légalité des mesures de police, contrôle que l'on qualifiera ici de renforcé, avant d'envisager dans un second temps la responsabilité de l'administration, la responsabilité notamment de l'État, dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Alors tout d'abord, première limite de l'action administrative, le contrôle renforcé de l'égalité des mesures de police. Il faut ici envisager deux idées. La première est évidente, c'est la nature du contrôle. La nature du contrôle, c'est-à-dire ce que l'on présente souvent comme étant l'intensité du contrôle de légalité. Il s'agit là d'un contrôle qui a été développé de longue date par le Conseil d'État et dont nous allons rappeler les règles essentielles. Mais la nature du contrôle, ce n'est pas le seul élément. Il ne faut pas oublier l'apport de la procédure. En effet, que le contrôle existe, c'est une chose, que le contrôle soit effectif, que le contrôle soit efficace, c'en est une autre. Et bien sûr ici, il y a un élément de procédure qui est absolument essentiel, c'est le rôle du référé liberté. Alors, penchons-nous tout d'abord sur la nature du contrôle. Sur la nature du contrôle, bien sûr, il y a un incontournable de la jurisprudence administrative, c'est l'arrêt Benjamin du 19 mai 1933. À l'occasion de cette célèbre affaire, le Conseil d'État avait consacré un nouveau contrôle, le contrôle de proportionnalité. Contrôle de proportionnalité qui signifie que, au regard de la qualification juridique des faits,
non seulement le Conseil d'État va vérifier que la mesure de police est en stricte adéquation avec le danger, avec la menace pour l'ordre public, mais encore, qu'il n'existe pas une mesure qui, tout en étant moins contraignante pour l'exercice des libertés, permettait d'obtenir le même résultat. Et c'est ce second aspect de l'arrêt Benjamin qui en constitue toute l'originalité. Alors depuis, bien sûr, la jurisprudence de 1933, le Conseil d'État a précisé quelle était l'étendue du contrôle qu'il exerce sur les mesures de police, au travers de cette trilogie qui est désormais consacrée par la jurisprudence. Les mesures de police doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Nécessaire, le trouble à l'ordre public, le danger, ne peut pas être purement spéculatif. Adapté, il s'agit ici du contrôle de l'adéquation de la mesure, donc du contrôle de la qualification juridique. Et enfin, proportionné, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité, sous-entendu, il faut retenir la mesure de police qui est la moins contraignante pour l'exercice des libertés. Il n'est pas inintéressant ici de donner un exemple à propos de ce contrôle qui relève de l'état d'urgence, en l'occurrence ici, de l'état d'urgence sécuritaire. Alors, bien sûr, dans la jurisprudence administrative, il y a ce très intéressant exemple du contrôle des assignations à résidence. Les assignations à résidence qui ont été consacrées par la loi du 20 novembre 2015 pour répondre à la menace terroriste issue des attentats du 13 novembre de la même année et qui constituent une extension significative du rôle de la police administrative. Puisqu'ici, on autorise la police administrative à restreindre la liberté d'aller et venir, alors même que la personne visée, la personne assignée à résidence, n'a pas commis d'infraction. On parle bien d'une mesure préventive. Eh bien, le Conseil d'État a consacré dans sa jurisprudence le contrôle de proportionnalité des assignations à résidence. Il faut néanmoins préciser les limites et les évolutions de ce contrôle. Quant aux limites, attention, le contrôle de proportionnalité que nous avons évoqué n'est d'abord pas toujours possible, notamment lorsqu'il n'existe qu'une seule mesure susceptible de préserver l'ordre public, auquel cas vous comprenez bien que seule l'interdiction peut être de nature à protéger l'ordre public, et qu'il n'y a donc pas lieu ici de rechercher une mesure moins contraignante. D'autre part, le contrôle de proportionnalité n'est pas étendu à toutes les mesures de police, puisque certaines polices spéciales, certes, elles sont rares, mais certaines polices spéciales font l'objet d'un contrôle toujours restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il était possible, peut-être pas indispensable, mais possible, d'évoquer une possible évolution de la jurisprudence, c'est-à-dire l'intégration du contrôle des mesures de police dans le plein contentieux et donc sa sortie de l'excès de pouvoir. L'intérêt principal de cette intégration dans le plein contentieux n'étant pas tant les pouvoirs du juge, mais plutôt la date à laquelle le juge va apprécier la légalité des mesures. Après la nature du contrôle, il est très important d'évoquer la particularité de la procédure. De ce point de vue-là, je ne saurais trop rappeler l'importance de la loi du 30 juin 2000 qui a consacré, dans notre droit positif, plusieurs procédures de référé, mais principalement le référé liberté. Référé liberté qui est consacré à l'article L521-2 du Code de justice administrative et qui permet au juge des référés, en cas d'urgence et en cas d'atteinte manifestement illégale commise par l'administration à une liberté fondamentale, de pouvoir prendre toutes sortes de mesures permettant de préserver la liberté. Le référé liberté est un élément qu'il fallait développer,
car ce référé a donné au contrôle des mesures de police une efficacité très importante et même, pour tout dire, remarquable. Qu'est-ce qui fait le succès du référé liberté? D'abord, la rapidité avec laquelle le juge intervient, puisque le juge des référés doit se prononcer dans un délai maximum de 48 heures, étant entendu qu'il s'agit d'un délai très court, mais qui en plus est maximum. Ensuite, la notion de liberté fondamentale, qui est l'une des conditions de la procédure de référé, a été relativement largement entendue par le Conseil d'État, qui n'hésite pas à y ranger aussi bien des libertés protégées par la Constitution que des libertés protégées par des conventions internationales. Le succès du référé liberté, c'est aussi le fait que ce référé peut être déclenché non pas seulement contre un acte, non pas seulement contre une décision, mais également contre une situation. Et l'on peut éventuellement songer ici aux conditions indignes de détention. Enfin, le succès du référé, c'est aussi l'étendue des pouvoirs du juge qui a à sa disposition toute une panoplie de prérogatives lui permettant de faire cesser cette atteinte manifestement illégale commise par l'administration à une liberté fondamentale. Alors, il était possible d'illustrer l'importance et l'efficacité des procédures de référé, en référence peut-être à l'état d'urgence sécuritaire, puisque s'agissant des assignations à résidence, eh bien, le rôle du référé liberté s'est montré particulièrement important, et cette procédure s'est montrée suffisamment efficace pour que, au moment de la sortie de l'état d'urgence et de l'adoption de la loi de 2017 Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, on préserve la compétence du juge administratif pour ce qui constitue, je dirais, l'intégration des assignations dans le droit commun, les fameuses MICA. Bien sûr, il était également possible d'illustrer le rôle du référé au cours de l'état d'urgence sanitaire. Là, les exemples ne manquent pas, puisque vous le savez bien, ce sont des dizaines de procédures qui ont été initiées devant le Conseil d'État. Après le contrôle de légalité, les limites de l'action administrative nous renvoient évidemment à la responsabilité. La responsabilité de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dans son rôle en tant que protectrice de l'ordre public, renvoie tout simplement à la responsabilité pour faute et à la responsabilité sans faute. Responsabilité tout d'abord pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police. Bien sûr, nous pouvons rappeler que, historiquement, en tant que prérogative régalienne, la responsabilité était ici limitée. Limitée à la commission tout d'abord d'une faute d'une exceptionnelle gravité, puis, dans un deuxième temps, à la commission d'une faute lourde. Mais la police administrative n'échappe pas à l'évolution générale de la jurisprudence qui est marquée par un déclin, pour ne pas dire un quasi-abandon, de la faute lourde. En effet, même en matière de police, le principe est désormais celui de la faute simple, de la faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Et l'on pouvait ici faire, illustrer le recours à la faute simple avec le très important avis du Conseil d'État de 2016 Napol à propos de la responsabilité de l'État du fait des perquisitions exercées pendant l'état d'urgence sécuritaire, c'est-à-dire les perquisitions administratives. Malgré tout, la police administrative demeure un domaine d'intervention qui est très sensible, très varié et très sensible, et pour lequel l'exercice justifie que parfois le Conseil d'État exige encore la commission d'une faute lourde. Tel est notamment et principalement le cas en matière de police spéciale du renseignement. Après la responsabilité pour faute, qui est évidemment le fondement historique de la responsabilité administrative,
il est important de rappeler que, en matière de police, existent également des cas de responsabilité sans faute. Les deux fondements classiques de la responsabilité sans faute en droit administratif sont la rupture d'égalité devant les charges publiques et le risque. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux fondements sont mobilisés pour engager la responsabilité de l'État du fait des mesures de police. S'agissant tout d'abord de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Dès 1923, et à l'occasion de son arrêt de principe Cuiteas, le Conseil d'État avait considéré qu'un acte administratif légal, ce qui inclut bien sûr une mesure de police, était susceptible d'engager la responsabilité de l'État ou de l'auteur, même en l'absence de faute, dès lors que cette mesure entraînait un dommage anormal, c'est-à-dire à la fois grave et spécial, pour un ou plusieurs administrés. Le cas de la jurisprudence Cuiteas concerne directement la police administrative, puisqu'ici est en cause une mesure de police légale, à savoir le refus du préfet d'engager la force publique afin d'assurer l'exécution d'une décision de justice. Il s'agissait ici d'une mesure d'expulsion, et même si l'inaction, même si le refus du préfet est légal, ce refus entraîne un dommage anormal pour le propriétaire, une charge qui ne lui incombe pas normalement et qui doit donc faire l'objet d'une réparation. Quant au risque, nous savons que la jurisprudence a développé la notion de risque-danger, c'est-à-dire la notion de risque créé. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'État, car c'est l'État qui est en cause, pour la réalisation de ses objectifs, a besoin de créer des risques. Si bien que si ce risque se transforme en dommage, alors la responsabilité de l'État est engagée, même en l'absence de faute. Et nous pouvons ici, en matière de maintien de l'ordre public, évoquer le cas des dommages causés par les armes dangereuses, par l'arme de service. Puisque le Conseil d'État, à l'occasion de son arrêt de principe de 1949, le compte, a considéré que, indépendamment de l'action en responsabilité qui pourrait être dirigée contre l'agent de police auteur du dommage, les tiers victimes d'un dommage causé par une arme dangereuse, notamment par l'arme de service, peuvent également rechercher la responsabilité de l'État devant la juridiction administrative. L'occasion alors, à ce moment-là, d'initier le débat sur la notion d'arme dangereuse, car si la jurisprudence, jusqu'à une période récente, était assez claire, puisqu'elle considérait que les armes dangereuses étaient les armes létales, à l'exclusion donc des gaz lacrymogènes ou des matraques, il était néanmoins possible ici d'évoquer le débat sur la dangerosité du lanceur de balles de défense, pour lequel il est désormais admis, le Conseil d'État l'a dit, que l'encadrement des manifestations par des agents de police équipés de LBD était légal, évidemment en fonction des circonstances, et que donc possiblement la jurisprudence pourrait évoluer et intégrer le LBD dans la catégorie des armes dangereuses, donc de celles qui, à l'instar de l'arme de service, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, même en l'absence de faute, en cas de dommages causés aux tiers. Voilà donc comment il était possible de répondre au sujet proposé en 2023 aux candidats du concours complémentaire de l'ENM sur la conciliation entre ordre public et liberté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de droit public.